Bonsoir, les titres de ce journal. Le jugement du procès du sang contaminé. Il sera rendu demain, mais Michel Garetta est toujours à l'étranger. Vaison-la-Romaine, un mois après la catastrophe, une ville traumatisée et où pratiquement rien n'a été reconstruit. Enfin, football, l'exploit du PSG, victoire 2-0 à Naples, reportage aujourd'hui au club parisien. Avant de développer tous ces titres, les secrets de la vie, de la vieillesse et de la mort. Une équipe de scientifiques américains vient de trouver la clé du vieillissement. En théorie, nos cellules sont immortelles, mais la nature a prévu un dispositif qui bloque au bout d'un moment toute la machine, un code génétique qui a été identifié. Notre confrère Science et Avenir consacre d'ailleurs la une de son prochain numéro à cette information. Une information qui donne déjà un peu le vertige, mais qui, dans un premier temps, va peut-être permettre de soigner de manière beaucoup plus efficace le cancer. Les explications d'Isabelle Thomas. Tout le monde a constaté que la peau d'un homme âgé cicatrise moins vite que celle d'un homme jeune. Cela tient au fait que les cellules de sa peau se reproduisent moins bien. Le rouage de leur reproduction est usé. Ce rouage, ce sont les télomères. Situés au bout des chromosomes, ils sont chargés de transmettre l'information génétique de la cellule mère vers les cellules filles. Plus on vieillit, plus ce rouage s'use jusqu'à ce que la cellule périclite. Or, on a trouvé l'enzyme chargée de réparer ce système. Les cellules ont toujours des systèmes pour se réparer. Si on dope ce système-là, on pourra peut-être un peu, entre guillemets, rajeunir les cellules. D'un autre côté, c'est l'inverse. Si on trouve la possibilité de diminuer la prolifération de cellules tumorales, et ça c'est le but de tous les cancérologues, à ce moment-là, on aura fait un pas dans la bonne direction aussi. Des traitements efficaces contre le cancer, mais aussi peut-être une connaissance plus précise de l'espérance de vie. De là à rêver d'immortalité ou d'éternelle jeunesse, il n'y a qu'un pas qu'il faut se garder de franchir. Les neurones, eux, ne se reproduisent pas. Le jugement du procès du sang contaminé, il sera prononcé demain au terme d'une enquête et d'un procès sur le thème de la responsabilité et de la culpabilité. 4 personnes ont été inculpées, des médecins chargés en théorie de protéger les malades. Ils sont accusés d'avoir laissé donc en circulation des produits qu'ils savaient contaminés. Avant de revenir sur ce procès, l'attente des victimes de ce scandale, les hémophiles, Jean-François Bélanger et Philippe Guinet, ont rencontré tout à l'heure Edmond Luc-Henry. Il s'est battu depuis des années pour obtenir justice et il est le premier à avoir porté plainte. Ce que j'attends, c'est ce que toutes les victimes attendent, c'est que ce jugement soit exemplaire, non seulement pour les disparus, il y en a 300 actuellement, mais également pour que dans le futur, plus jamais, il ne puisse se repasser une chose comme ça. À l'échelle humaine, il n'y a pas de jugement qui soit acceptable. Ce que je souhaite de tout cœur, c'est que la culpabilité soit reconnue, que les faits que nous avons dénoncés soient établis. C'est à mon avis ça le principal. Ce sera à ce moment-là exemplaire et ça servira pour le futur. Bon, le principal inculpé, le docteur Garetta, se trouve actuellement aux États-Unis, hors de France, et ça vous inspire quoi comme réaction? Écoutez, j'ai entendu cette nouvelle hier de la part de Maître Charvel, avocat de M. Garetta. Je trouve que c'est honteux. Honteux pour les victimes. M. Garetta avait déclaré devant le tribunal qu'il était responsable et qu'il reprenait à son compte ce qui s'était passé, qu'il assumait ce qui s'était passé. Eh bien, je vois que M. Garetta n'assume pas du tout, et pour les victimes sur le plan moral, ça aura toute l'apparence d'une fuite. C'est une fuite. Maintenant, en ce qui concerne la justice, il y avait tous les moyens pour la justice, dans un cas, dans une affaire de cette ampleur, pour qu'on assigne M. Garetta à résidence et pour qu'il ne se sauve pas à l'étranger. Ce procès du sang contaminé avait été l'un des plus longs de l'histoire judiciaire, un procès en correctionnel et non pas en assises, comme le demandaient certains. 4 hommes qui se sont donc défendus, mais qui se sont aussi souvent rejeté la responsabilité. Clément Veyrenal. 4 ans de prison ferme et 500 000 francs d'amende, le maximum prévu par la loi, requis contre Michel Garetta. 4 ans de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende demandés contre le docteur Jean-Pierre Alain. 4 ans de prison avec sursis requis contre Jacques Roux, l'ancien directeur général de la Santé. Enfin, une peine plus légère, 2 ans avec sursis contre le docteur Robert Netter. Voilà les peines qui avaient été réclamées par le ministère public en juillet dernier. C'est demain matin que l'on saura si les juges de la 16e chambre correctionnelle ont suivi le substitut du procureur ou si au contraire d'éventuelles circonstances atténuantes viendront tempérer le jugement. Il aura fallu près de 30 journées d'audience réparties sur 7 semaines pour tenter d'établir du 22 juin au 5 août dernier les responsabilités dans l'affaire de la contamination des hémophiles par le
virus du sida. À quelle date Michel Garetta a-t-il réellement pris conscience que tous les stocks de produits coagulants fabriqués par le CNTS étaient contaminés? Pourquoi la décision de retrait du marché a-t-elle tant tardé? Que savait-on des modes de contamination du sida au milieu de l'année 1985? Autant de questions qui auront été très longuement débattues à l'audience. Oui, j'ai fait une erreur et je l'assumerai, a déclaré Michel Garetta dès l'ouverture du procès. Je n'ai pas su prendre la décision de retirer les produits contaminés, mais à l'époque, on avait mal apprécié l'immensité de la catastrophe que représentait le sida. Voilà en substance la ligne de défense adoptée par le principal accusé tout au long du procès. Enfin, dernière interrogation, par quel dysfonctionnement administratif le ministre de la Santé de l'époque, Georgina Dufoy, n'a pas été informé de ce qui se tramait au CNTS? Les ministres pouvaient beaucoup, mais malheureusement savaient peu, a estimé le substitut du procureur au cours de son réquisitoire. Pour l'accusation, les 4 médecins inculpés dans cette affaire sont bien les véritables responsables du drame des hémophiles. Puis à Briançon, le maire de la ville ne veut pas d'un ghetto pour les malades du sida. Ce sont d'anciens sanatoriums qui accueillent aujourd'hui ces sidéens, une présence qui provoque beaucoup de réactions dans la ville. Reportage France 3 Provence, Henri Serin. Une fois de plus, le Benjamin du Conseil général des Hautes-Alpes a mis, comme on dit, les pieds dans le plat. Ses propos, diffusés la semaine dernière sur une radio locale, ont créé comme un malaise, d'abord à Briançon, puis dans le département et enfin à l'échelle nationale. Il faut faire de la prévention au plus près des gens. Par contre, on ne traite pas les gens dans leur milieu social. Le droit à la santé est pour tous. L'accès aux services de soins et aux services sanitaires est une exigence pour notre société. En ce sens-là, on ne comprend vraiment pas les propos qui ont été tenus là. Briançon accueille en ce moment une 50aine de malades, soit atteints du sida, soit séropositifs. Un chiffre qui, d'après la préfecture, devrait rester stable dans l'avenir. Le maire de Briançon, lui, n'y croit pas. Je crois que le débat de fond, il est, va-t-on en France vers la création dans des stations climatiques de ghettos de sidéens ou pas? Moi je dis, nous ne devons pas créer en France de ghettos de sidéens. Et pas plus à Briançon que dans d'autres villes. Même s'il a depuis tempéré son discours, Alain Bérou ne s'empêche pas de parler ouvertement de ghetto. Un terme que certains pourraient à nouveau juger plutôt déplacé. Alors, dérapage verbal ou tactique politicienne? Une chose est sûre, depuis quelques jours, le maire de Briançon a choisi d'évoluer sur un terrain hypersensible. Le procès d'une mutinerie en septembre dernier à la prison de Moulins-Yzeure dans l'Allier, des gardiens avaient été pris en otage. Ils étaient 8 détenus aujourd'hui dans le box. Une affaire qui, avec celle de Rouen, avait déclenché une véritable tempête dans toutes les prisons de France. Reportage de Philippe Denis et Thierry Isaac. La justice n'a pas traîné. Sous haute surveillance, les 8 mutins présumés passent devant le tribunal correctionnel un mois après la rébellion. C'était le 8 septembre. À la centrale de Moulins-Yzeure, la grève des gardiens à peine terminée, un groupe de détenus se révolte. Armés de barres de musculation ou de tournevis, ils prennent en otage 20 surveillants, un professeur et une visiteuse des prisons. Puis ils dévastent les locaux. Bilan, pas de blessés graves, mais 35 millions de francs de dégâts. Les 8 hommes aujourd'hui dans le box sont ceux que les surveillants ont désignés comme les meneurs. 8 hommes déjà condamnés à de longues peines de prison et qui retournent au tribunal pour coups et blessures volontaires ou séquestration. Pour eux, le dossier vite bouclé a été bâclé. Un des accusés, Tayeb Bouhabib, dit avoir été blessé par balle au moment de l'assaut, mais le dossier n'en parle pas. Un autre, Paul Séolin, affirme avoir été tabassé par les gardiens après la mutinerie et accusé par les mêmes a posteriori. Sur 8 accusés, 2 seulement ont eu le temps de prendre un avocat. C'est une parodie de justice. Je pense que le parquet veut faire une procédure rapide dans le cadre d'éléments qui n'ont rien à voir avec la justice, qui sont extrajudiciaires, à savoir qu'il faut contenter un certain nombre de syndicats et de gardiens de prison, à savoir obtenir la tête de ceux qu'on présente comme des meneurs. Réponse du procureur, c'est une stratégie pour déstabiliser la justice. Ces rebelles ne méritent aucune circonstance atténuante. Pour 6 des 8 prévenus, il a réclamé la peine maximale, 5 ans de prison de plus. Nouvel hold-up spectaculaire en Corse, un fourgon de la Sécuripost attaqué en plein centre de Bastia, un commando de 4 hommes armés qui a emporté 5 millions de francs en espèces. Depuis le début de l'année, c'est la 5e attaque de ce type en Corse. Vaison-la-Romaine se remettrait difficilement de la catastrophe du 22 septembre dernier. Une vague de plus de 15 mètres de haut qui avait tout emporté sur son passage. Dans la seule ville de Vaison, 37 personnes avaient été tuées et 5 sont toujours portées disparues.
Après les premiers gestes de solidarité, on attend maintenant l'argent de l'État. Les dégâts sont toujours très visibles et pratiquement pour l'instant aucune reconstruction. Un mois après la catastrophe, reportage de Caroline Sins et Yvon Delon. Réapprendre à vivre au bord de la rivière meurtrière qui charrie toujours ses eaux boueuses. Ici, un mois après, rien ou presque n'a changé. La boue, l'eau envahissent la plupart des rues de la ville. Aujourd'hui, tous les secours sont partis et Vaison se retrouve bien seul, désemparé, face à l'énormité de la tâche. Et à défaut d'oublier le drame, il faut tenter de reconstruire. Il est bien évident qu'avec des dégâts chiffrés aujourd'hui à 150 millions de francs, nous ne pouvons pas penser nous rétablir tout seuls. Ce champ de ruines près de Louvèze, des lotissements dévastés par l'inondation, véritable plaie béante au centre de la ville. Des maisons emportées par l'eau, toutes les autres détruites. Le quartier a été évacué, les survivants relogés. 2 seulement habitent encore là. Ils ont vu leurs voisins mourir et ce cauchemar reste une douleur lancinante. Ça sera très difficile à effacer. Peut-être pas par l'ampleur des dégâts qu'on a eus, mais par les visions qu'on a eues. La vision de ces maisons emportées, des amis qu'on a vu partir avec les maisons, ça c'est terrible. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas oublier. Ces terrains seront rachetés par la municipalité pour être transformés en jardins. Mais pour ces gens qui ont tout perdu, l'avenir est plein d'incertitudes. Le plus dur, c'est de ne rien savoir. Le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qu'on va faire. Parce qu'on est là, on est en attente. En attente de quoi, on ne sait pas, on est en attente. En attente de remboursement, en attente de savoir ce qu'on va être remboursé, de savoir si on va être rasé, si on va nous raser nos maisons. Ces vestiges, ce qu'il reste de la zone industrielle. Des millions de francs de pertes, 400 personnes au chômage et une ville paralysée. Il y a absolument nécessité que l'État s'implique, sinon Vaison va rester mort. 400 personnes, ça fait à 3 personnes par foyer, 1200 personnes dans la misère. Et c'est le quart de la ville, rien que côté entreprise, qui est dans le noir. La zone industrielle sera reconstruite au même endroit, malgré le traumatisme subi. Le personnel refuse de reprendre le travail dans les lieux, compte tenu je dirais par là, de la grande peur qu'ils ont pu avoir, car ils ont été obligés de monter sur le toit. Et ce qu'ils ont vu était totalement cauchemardesque. Vaison essaye de vivre avec cette blessure encore ouverte qui mettra des années à cicatriser. Dans cette ville devenue silencieuse, le réveil est aujourd'hui douloureux. Politique, l'opposition tente de recoller les morceaux. Rencontre aujourd'hui entre François Bayrou pour l'UDF et Alain Juppé pour le RPR. Cette fois, c'est promis, tout malentendu est dissipé. Les 2 hommes affirment que l'on va à nouveau travailler au succès de l'Union. Les petites phrases de Marie-Noëlle Lienemann, le ministre du Logement, provoquent une nouvelle tempête au PS en affirmant cette fois que le parti n'existe plus. Certains demandent sa tête et son exclusion. Avant d'être nommé au gouvernement, ses amis politiques avaient prévenu que son action allait décoiffer. L'affaire Lienemann avec Pascal Misrahi. Marie-Noëlle Lienemann ou celle par qui le scandale arrive? Marie-Noëlle Lienemann, celle qui n'a pas la langue dans sa poche. Depuis son entrée au gouvernement en avril dernier, le ministre du Logement multiplie les maladresses volontairement ou involontairement. Dernière en date, cette déclaration faite hier au Quotidien de Paris, le Parti socialiste a fait son temps. Des propos confirmés à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez, c'est clair, ce que j'ai dit au Quotidien de Paris, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Et aujourd'hui encore, dans le dernier numéro de lui, Marie-Noëlle Lienemann en rajoute et enfonce le clou. Le Parti socialiste, dit-elle, ressemble trop souvent à un ventre mou. Je ne fais pourtant que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Indignation au PS, où certains en viennent à réclamer sa démission du gouvernement et son exclusion du parti. Si Marie-Noëlle Lienemann pense vraiment que le Parti socialiste a fait son temps, elle peut créer le sien, elle peut se présenter sous ses couleurs, et on verra. Bon, voilà, je pense qu'il faut dire des choses simples. En revanche, soutien sans faille des amis de Marie-Noëlle Lienemann, les animateurs du courant de la gauche socialiste au sein du PS. Ça fait longtemps que nous disons que le Parti socialiste doit retrouver un souffle. Et le problème, c'est que ce à quoi nous assistons, ça a une guerre d'opposition à l'intérieur, guerre des chefs, carnage organisationnel avec ce qui se passe dans la Fédération de l'Essonne, et l'incapacité pour le Parti socialiste de saisir l'air du temps. Marie-Noëlle Lienemann a presque réussi à faire l'unanimité socialiste contre elle, mais le ministre du Logement n'a pas l'intention de quitter le gouvernement. Le bras de fer avec le PS continue.
L'actualité à l'étranger, une rude semaine pour le Premier ministre britannique. Après la manifestation des mineurs, il a dû affronter cette nuit la Chambre des communes. Une motion de censure a été déposée par l'opposition et elle a été repoussée de justesse. John Major qui va surtout maintenant chercher à gagner du temps. Le commentaire de Memona Interman. L'alerte avait été chaude, mais John Major était soulagé ce matin après une tempête aux Commons. Bien sûr, 6 élus conservateurs ont lâché le Premier ministre. Ils ont rejoint les travaillistes et les libéraux. Ils voulaient censurer le gouvernement sur la fermeture des mines. Et finalement, 320 députés ont voté contre la motion, 307 pour. Michael Heseltine, le ministre de l'Industrie responsable de la tempête, a donc sauvé son poste. Il échappe à la démission pour le moment. Heseltine et Major restent aux commandes au prix d'une humiliante reculade. 10 puits, et non 31, rappelle Major, sont maintenant menacés. John Smith, le chef du Parti travailliste, a promis, je le cite, de faire reculer encore le gouvernement. Un des députés conservateurs qui a voté avec les travaillistes affirmait ce matin « Nous avons perdu le vote, mais nous allons continuer à nous battre ». Mais dans l'ensemble, la rébellion du Parti conservateur s'est calmée. Pour combien de temps ? La capacité de Major à diriger le pays est de plus en plus mise en cause. 16% de l'opinion le soutient. Chaque jour apporte sa mauvaise nouvelle. L'économie est entrée dans une seconde phase de récession, annonçaient aujourd'hui les chambres de commerce britanniques. Prochaine épreuve pour Major le 4 novembre, jour du début du débat sur la ratification du traité de Maastricht. La Russie à vendre et qui s'achète. D'abord, l'ouverture aujourd'hui à Moscou d'une succursale des Galeries Lafayette. Le grand magasin français va surtout proposer des vêtements, des accessoires. On ne pourra payer qu'en devise occidentale et les prix sont plutôt élevés pour un moscovite moyen. Les Galeries Lafayette pourraient bientôt distribuer dans leurs rayons des produits fabriqués en Russie. La Russie a engagé, on le sait, un programme de privatisation. Il est d'ailleurs depuis peu obligatoire, mais dans ce pays, il faut apprendre en marchant et tout le monde manque de points de repère. Marie-Claire Thiers et Jean-Jacques Ledeuil se sont rendus à Moscou dans une usine qui appartient maintenant au personnel. Chacun a donc dans la poche des actions de la société. Zarya, le grand combinat de Moscou qui produit 30 millions de chaussures par an, est en cours de privatisation. Inquiets des bouleversements actuels, les 10 000 salariés regroupés en collectif des travailleurs décidaient il y a un an de signer un contrat proposé par l'État pour racheter eux-mêmes leur entreprise avec les bénéfices accumulés. Nous sommes maintenant les propriétaires de cette usine privée et on a chacun une part de l'entreprise. Effectivement, depuis la semaine dernière, l'entreprise appartient au collectif des travailleurs. Ce dernier a décidé en Assemblée générale de répartir le capital de la société entre les salariés en fonction de leur capacité de travail, de leur niveau de qualification et de leur ancienneté. Une décision qui va entraîner d'autres changements. Il y aura des changements dans les salaires qui sont pour l'instant presque les mêmes pour tous. Nous préparons une nouvelle répartition pour le mois de novembre et aussi une nouvelle organisation du travail. Oui, c'est obligatoire les différences de salaire pour avoir des produits meilleurs grâce à du personnel hautement qualifié. Aujourd'hui, nous pensons plus au marché. Il y a des modèles qui ne sont plus à la mode. Chaque mois, nous changeons le choix des chaussures. Pour l'instant, tout le capital de Zarya est détenu par les salariés. Mais la nouvelle loi de privatisation prévoit l'ouverture de ce capital avec l'entrée en bourse des actions à partir du 1er janvier 1993. Pour les entreprises qui, elles, sont toujours nationales, l'État propose gratuitement des actions à la population russe qui, pour l'instant, ne se précipite pas. Sport, football, à l'exception de Monaco, battu 1-0 par les Grecs de l'Olympiakos. Les autres clubs français s'en sont plutôt bien sortis. L'Olympique de Marseille obtient le match nul 0-0 contre le Dynamo de Bucarest. Auxerre écrase le FC Copenhague 5-0. Enfin, le PSG se paye le luxe de battre à domicile Naples 2-0. Reportage aujourd'hui au club parisien, Serge Djian et Victor Ariche. Pas d'euphorie au retour des joueurs, mais de la sérénité, à l'image de leur prestation d'hier soir. Un sentiment dominait ce matin, celui du devoir accompli. On a bien su défendre d'abord, ce qui nous a permis après dès le départ d'être beaucoup plus serein. Ensuite, on a marqué assez rapidement. Au bout de 35 minutes, on menait 2-0, donc c'était quand même plus facile pour nous. La confiance était de notre côté. À l'inverse, Naples doutait encore plus qu'avant le match. Retour sur une prestation exemplaire.
Hier soir, la maîtrise collective du Paris Saint-Germain, ici en blanc, était digne des plus grandes formations européennes. Marquage strict derrière, pressing permanent au milieu, agrémenté d'une vigilance de tous les instants. Ajoutez-y une grande efficacité en attaque avec 2 buts de Weah à chaque fois, à la suite de coups de pied arrêtés. Le Libérien inscrit là son 5e but en Coupe d'Europe. En deuxième période, les Parisiens ont parfaitement endigué les assauts napolitains sans faiblir physiquement. De quoi retourner le public en leur faveur. Ça nous a fait drôle de s'entendre applaudir en rentrant en deuxième mi-temps, d'entendre des olés quand on se faisait passer la balle. Donc je crois que c'était déjà quelque chose de jouer à Naples et de jouer dans des circonstances pareilles. Je crois que c'est encore plus grand, quoi. Le Paris Saint-Germain s'impose donc en terre italienne. Cela n'était plus arrivé à un club français depuis l'épopée bastiaise, il y a 15 ans. Enfin, le Grand Prix de l'Académie française pour Franz-Olivier Gisbert, le directeur du Figaro, couronné pour un roman, L'Affreux, publié chez Grasset. L'histoire singulière d'un homme laid, passablement méchant, mais finalement très attachant. Claude Gleeman et Marie-Hélène Roqueton. Poil de carotte, demi-beurre, poil à gratter, bouc émissaire, Aristide pourrait être le petit frère de Zazie ou de Momo vu par Ajar. L'Affreux est le second roman du biographe de Mitterrand, de Chirac, devenu le pilote quotidien du Figaro. Une sorte de Candide de banlieue, mais avec beaucoup de morale, parce que c'est quelqu'un qui a des références morales, qui va découvrir au fur et à mesure, parce que c'est un roman d'initiation, il lui arrive des tas d'aventures, des tas de choses, c'est parfois burlesque, pas toujours, il y a des ressorts dramatiques quoi, dans ce livre, mais il y a en même temps la découverte de valeurs. J'ai des émotions fortes. Tous les jours, je suis scandalisé, je suis révolté, bon, simplement comme j'intériorise beaucoup, ça reste en moi. Alors justement, le roman, c'est l'occasion de sortir les choses. Ouais, chez moi, sur ma table de chevet, il y a toujours Pascal, et enfin, il y a d'autres choses, genre Épictète, Marc Aurèle, mais s'il y a Pascal que je relis, j'aime beaucoup Pascal, c'est un de mes auteurs préférés. Donc effectivement, comme moi-même d'ailleurs, il essaye de faire son petit Pascal, et moi-même j'ai des cahiers remplis de phrases, disons, où j'essaye de faire mon petit Pascal. C'est moi totalement, je ne veux pas vous raconter d'histoire, je me sens très proche de lui, même si je ne pense pas toujours tout ce qu'il dit. Désormais, la saison des prix littéraires français est ouverte, tout comme la voix au Goncourt. Prochain rendez-vous, 9 novembre, 13h. Pour terminer, les rapports du tiercé, Quartet Plus, Quintet Plus aujourd'hui à Maison Lafitte. D'abord la combinaison du tiercé, 2, 12 et 3. Vous découvrez les rapports dans l'ordre et dans un ordre différent. Le Quartet Plus, rapport pour 8 francs en rajoutant le 15. Et puis pour le Quintet Plus, rapport pour donc 10 francs en rajoutant le 11 dans l'ordre 28 450 francs. Votre soirée sur la 3, dans un instant la météo complète et puis ensuite la classe et un film, Cousin-Cousine de Jean-Charles Taquella. À 22h25 le soir sur la 3 et Christine O'Crane consacrera ce soir son dossier au procès du sang contaminé dont le jugement sera rendu demain et notamment à la responsabilité des politiques dans cette affaire. Dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée, merci.